Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à l'Université de Mons pour ce nouveau rendez-vous avec le cycle Univers. Donc après les aurores boréales la semaine dernière avec Jean Lilienstein, aujourd'hui on aborde un autre sujet passionnant, on va parler de Pluton. Et pour nous en parler, on a la chance d'accueillir François Forget. Alors avant toute chose, François, mille merci d'avoir bravé la grève générale, les transféristes qui n'arrivent pas, les trains qui ne devaient pas être là mais qui sont là, les taxis, etc. Vous n'imaginez pas tout ce qu'il a fait pour être là. Donc merci à lui. Alors François, en fait, est astrophysicien. Il travaille à l'Institut Pierre-Simon de Laplace. Il est directeur de recherche au CNRS. Il est également membre de l'Académie des sciences en France et il est vraiment spécialiste en fait de planétologie. Et pour être plus précis, son domaine, c'est tout ce qui est climat et atmosphère des planètes telluriques. Alors il a travaillé sur des objets vraiment assez fascinants comme Triton, comme Mars, etc. Et donc il s'est retrouvé embarqué dans toute une série de missions. Alors juste pour les citer, il y a le prochain robot qui va partir ExoMars. Il y a la mission New Horizons, c'est pour ça qu'il est là aujourd'hui, ce soir. Donc voilà, c'est tous des sujets vraiment de rêve. On est vraiment heureux de t'accueillir et je te laisse la parole. Bienvenue à Mons. Ok. Merci, bonsoir. Donc c'est un grand plaisir de... C'est pas trop fort, non, ça va, de vous parler de cette mission. La mission New Horizons, donc l'exploration de Pluton. Je ne sais pas si la lumière reste comme ça ou ça baisse un peu. Ah, on me fait signe que ça a baissé. Donc de cette mission New Horizons, qui est une mission qui a été une aventure assez... qui est toujours une aventure assez extraordinaire parce que c'est de l'exploration pure où on fait des découvertes. Alors, je vais commencer mon histoire en allant pas tout à fait au début, vous allez gérer plus en arrière après, mais on peut commencer donc le lancement de telle mission spatiale. On est là le 19 janvier 2006, un beau lancement, un gros lanceur Atlas 5, 551 avec les 4 boosters pour les spécialistes. C'est-à-dire qu'on peut mettre un peu plus de 20 tonnes dans l'espace, un peu plus de 20 tonnes en orbite basse. Et dans cette fusée, en fait, dans la coiffe, vous avez une immense coiffe pour mettre les 20 tonnes, et il n'y a presque rien dedans. Il y a juste un petit objet de 478 kg, c'est tout mouillé, c'est-à-dire avec le carburant, la sonde New Horizons, qu'on a mis toute légère au sommet de cette grosse fusée. Alors pourquoi, bien sûr, l'idée c'est de l'accélérer au maximum pour pouvoir aller explorer des objets aussi lointains assez rapidement. Alors, résultat, c'est l'objet le plus rapide jamais lancé. On a rejoint l'orbite de la Lune en 9 heures. Apollo, c'était 3 jours. On rejoint Jupiter pour accélérer en 13 mois, alors que la sonde Juno, par exemple, qui est la dernière sonde à avoir vraiment étudié Jupiter, était en 4 ans. Et puis ensuite, on a mis la sonde en hibernation. Elle n'a rien fait. Et puis presque 10 ans de voyage pour rejoindre Pluton. Alors sur un projet comme celui-là, plus ou moins selon les projets, mais en tout cas, il y a souvent quelqu'un, dans notre jargon on appelle ça un PI, Principal Investigator. En tout cas, vous avez une personne qui va vraiment dédier toute son énergie pour faire aboutir un tel projet. Et sur New Horizons, vous avez un responsable qui est très charismatique, quelqu'un d'assez petit, très énergique, vous voyez le genre. En France, on a eu plusieurs comme ça. Et qui est un personnage assez fascinant, qui fait mon métier à la base, qui est planétologue, mais il a fondé plusieurs sociétés. Je me souviens qu'il y a quelques années, il était dans les 200 personnes les plus influentes du monde, parce qu'il était à la NASA, je ne sais pas quoi. Donc c'est un personnage assez intéressant, assez charismatique, et qui est vraiment l'âme de ce projet, qui avait vraiment quasiment à lui tout seul démontré, convaincu la NASA de faire une mission de ce type-là, et ensuite il a remporté l'appel d'offres, le concours, pour savoir quelle équipe ferait ça. Alors, Alan Stone, je le connais depuis pas mal de temps. Ça fait, je pense, depuis 94 ou 95. Et depuis que je le connais, il faisait un plaidoyer pour qu'on aille explorer Pluton. Alors, pourquoi explorer un petit caillou glacé après une planète géante, tout seul, une espèce d'anomalie bizarre? Et alors, souvent, il aimait, très américain, il aimait inspirer en nous le sentiment d'explorateur. Il aimait bien montrer cette série de timbres. Vous voyez, ce sont les timbres américains de cette époque-là, un peu avant, qui montrent pour chaque planète le nom de la mission spatiale qu'il a explorée en premier. Vous voyez, Vénus, Mariner 2, Earth, Landsat, Jupiter, Pioneer 11, etc. Et puis, bien sûr, dans cette série-là, vous aviez un timbre extraordinaire quand on a une âme d'explorateur, Pluto, not yet explored. Donc ça, c'était le grand argument. Et encore maintenant, il le montre et tout, c'est
très important. Et c'est vrai que Pluton était non seulement pas exploré, mais assez méconnu. Alors, je reviens encore plus en arrière. Pluton, qu'est-ce qu'on en sait? Alors, vous savez sans doute, Pluton, c'était la dernière planète découverte. Elle a été découverte en 1930. C'est une très belle histoire par on dit toujours, un fils de fermier qui s'appelle Clyde Tombaugh, qui était jeune, qui n'avait pas de thèse, qui n'avait pas de master, mais qui était déjà très astucieux, bien éduqué, et qui avait été recruté en CDD, vous imaginez, au Lowell Observatory. Ça faisait longtemps que dans cet institut fondé par Percival Lowell, on cherchait à trouver ce qu'on appelait la planète X, pour ceux qui aiment l'histoire de l'astronomie. Et puis plus personne ne s'intéressait, plus grand monde, mais il y avait un peu d'argent, alors on l'a recruté. Puis en fait, Clyde Tombaugh, qui est vraiment le découvreur officiel de Pluton, on a mis un peu de temps à reconnaître que c'était lui, mais il était très astucieux, il aimait au point des techniques. Et finalement, il a fini par découvrir Pluton. Alors Pluton, il faut savoir, est quand même très difficile à observer. C'est à peu près 50 000 fois moins lumineux que Mars, magnitude 14, donc visible. Et comment on l'a découvert? On prend des champs d'étoiles à plusieurs jours d'intervalle. Par exemple, là, c'est une photo du 23 janvier 1930, et puis le 29 janvier 1930. Et là, il y a un objet qui se déplace lentement, beaucoup plus lentement que les astéroïdes qu'on découvre avec la même méthode, beaucoup plus facilement. Et là, il s'est rendu compte qu'il avait découvert Pluton. Alors ensuite, voilà, on savait qu'il y avait Pluton, on connaissait son orbite, mais on ne savait rien d'autre. Rien, il ne s'est rien passé pendant presque 50 ans, jusqu'à ce qu'en 1978, James Christie, qui utilisait le Naval Observatory, voulait calibrer son télescope pour regarder un certain objet. Il dit, tiens, il y a Pluton qui est là, on va regarder. Puis il s'est rendu compte qu'il y avait quelque chose d'étonnant. Il y avait une espèce d'escroissance, vous voyez sur le côté ici, qui se formait sur les plaques à l'époque. Et en l'observant régulièrement, il s'est rendu compte que l'excroissance se déformait d'un côté, puis de l'autre. Et bien sûr, qu'est-ce qu'il avait découvert? Il avait découvert que Pluton n'est pas une simple planète, mais c'est un système multiple. Vous avez en fait Pluton, la planète principale, qui fait à peu près 2400 km de diamètre, autour duquel, vous avez associé à Pluton un monde, une autre lune, une lune qui s'appelle Charon, qui est 2 fois plus petite. Et les deux, c'est un vrai système multiple. Les deux tournent autour d'un centre de gravité commun qui n'est ni dans Pluton ni dans Charon. Donc c'est un peu comme la Terre et la Lune, sauf que la Lune, le centre de gravité commun est dans la Terre, tandis que là, vraiment, le centre de gravité, il est à l'extérieur. Voilà, ça tourne comme ça. Alors, les deux objets, on comprend vite, sont en rotation synchrone, c'est-à-dire comme la Lune autour de la Terre, la Lune présente toujours la même face, et bien Pluton et Charon présentent toujours la même face l'un à l'autre, donc ils tournent sur eux-mêmes et l'un autour de l'autre en un peu moins d'une semaine, 6,4 jours terrestres. Puis j'ajoute, là j'ai mis quelques chiffres, 1 an de Pluton, Charon, ça fait 248 ans, donc c'est assez long. Et les deux sont quand même très éloignés du Soleil, entre 30 fois et 50 fois la distance Terre-Soleil. Donc on reçoit typiquement 1000 fois moins d'énergie, jusqu'à 2000 fois moins d'énergie que ce que reçoit la Terre, donc il fait très froid, etc. etc. Après ça, que dire de Pluton? Ah oui, juste un mot. Depuis, grâce au télescope Hubble, qui est très sensible, on a pu découvrir en 2005 2 premiers satellites qui font une 50aine de kilomètres de diamètre, Hydra et Nix. Et puis, après le lancement de New Horizons, c'est la même équipe qui étudie ça. L'équipe New Horizons a pris du temps Hubble pour regarder un peu plus Pluton. Et ils ont découvert 2 autres satellites, Kerberos et Styx. Donc tous ces noms-là, donc Kerberos c'est Cerbère, tous ces noms-là viennent du monde des enfers, Pluton, Charon, etc. Alors que dire de Pluton? Alors avant 2015, c'est pas évident. Voici la meilleure image, non traitée, avant traitement, de Pluton, obtenue par le Hubble Space Telescope. Donc on ne sait pas grand-chose. Alors on ne sait pas grand-chose, ça c'est quand on pense que l'astronomie se limite à prendre des photos. En réalité, c'est pas le vrai, on peut faire beaucoup plus en étant un peu astucieux. Je vais vous illustrer ça en utilisant la meilleure littérature belge. Voilà. Donc avant New Horizons, bien sûr, on a pu quand même apprendre beaucoup de choses en faisant de la spectroscopie, donc en regardant les spectres, je pense que la plupart d'entre vous connaissent ça, et aussi en utilisant la méthode d'occultation stellaire. Alors un petit mot là-dessus, la spectroscopie de la surface. Tout simplement, si vous prenez des photons qui viennent de Pluton, vous les analysez avec un spectrographe, facilement vous allez voir plein de raies, en particulier des raies du méthane, ou plus exactement des raies de la glace du méthane. Alors avec cette méthode-là, en regardant la lumière réfléchie, on a pu voir qu'il y avait de l'absorption liée au méthane, aussi à l'azote, qu'il n'y en a pas beaucoup, donc on voit une petite raie d'absorption de l'azote, ça montre qu'il y en a beaucoup en fait, et un petit peu du monoxyde de carbone. Alors tout de suite, on a compris ce qui se passait. On a une surface
qui est très froide, autour de 38 Kelvin, moins 235 degrés. Et puis vous avez donc cette glace qui est à la surface et qui est en équilibre solide-gaz. Naturellement, vous avez du gaz au-dessus pour que tout ça soit stable. Et donc on imagine déjà un monde avec de la glace, une petite atmosphère, etc. Alors, je vous ai parlé de Tintin, mais quand je fais cette présentation-là en France, comme tous les Français, je me tape un peu sur la poitrine en disant que le meilleur spécialiste de la spectroscopie des glaces dans le monde, il est français. Il s'appelle Bernard Schmitt, il travaille à Grenoble. Il fait aussi partie de l'équipe New Horizons, car c'est vraiment le grand spécialiste pour essayer d'interpréter les caractéristiques des glaces sur ces mondes-là, et notamment sur Pluton. L'autre méthode qu'on a pu utiliser avant New Horizons, c'est une méthode astucieuse qui s'appelle l'occultation stellaire, qui consiste à voir, alors vu depuis la Terre, c'est surtout la Terre qui se déplace, mais on voit une étoile qui passe derrière un monde même aussi petit que Pluton. Et avec cette méthode-là, on voit littéralement l'étoile lointaine se coucher dans l'atmosphère de Pluton, disparaître derrière, puis réapparaître. Donc là, vous voyez une image prise au VLT. Alors là, je dois dire encore une fois, le meilleur spécialiste, il est français, il s'appelle Bruno Sicardi, à l'Observatoire de Paris, et il a obtenu beaucoup de résultats sur Pluton. Par exemple, on a pu surveiller l'évolution de la pression, etc. Et là, j'en profite pour vous illustrer ce qu'on avait appris avant New Horizons, et ce qui, je pense, est un magnifique résultat, a été littéralement confirmé par New Horizons, vous allez le voir, c'est à quoi ressemble l'atmosphère. Alors l'atmosphère, c'est simple, elle fait à peu près, c'est une atmosphère de la pression à la surface fait environ 1 pascal, bon, 100 000 fois plus fine que sur Terre, mais bon, ça, c'est pas très grave. Et puis surtout, elle a un profil de température, des températures très étonnantes. Alors là, vous avez un profil, vous voyez en gros l'altitude dans l'axe vertical et puis la température. Alors ce que l'on voit, ce qu'on avait compris, c'est que la surface elle-même est relativement froide, au cours de 38, autour de 40-38 Kelvin. En fait, donc, comme j'ai dit, vous avez cette surface qui reçoit très peu de lumière, elle se refroidit par un rayonnement infrarouge, et résultat, la température d'équilibre, c'est 38 Kelvin. Par contre, le gaz qui est au-dessus de l'atmosphère, elle reçoit de l'énergie du Soleil. Il y a du méthane dans cette atmosphère, essentiellement d'azote, et ce méthane absorbe le rayonnement solaire. Par contre, pour ceux qui sont physiciens, elle ne peut pas le rayonner, elle ne peut pas se refroidir. Résultat, elle est beaucoup plus chaude, autour de 100-120 Kelvin. Et donc, c'est une atmosphère sans équivalent ailleurs dans le système solaire. Vous avez littéralement une stratosphère très chaude, bon, moins 160, c'est ça, mais quand même chaude par rapport à la surface, et qui baigne cette surface très froide. Et ça, ça fait plein de phénomènes assez étonnants, et qu'on a confirmé avec New Horizons. Alors, je dois avouer que, personnellement, je m'occupe beaucoup d'observations par mission spatiale. Je fais pas mal de modélisation numérique. Et quand je me suis intéressé à Pluton, il y a pas mal d'années, regardez, en 97, j'ai essayé de faire des occultations stellaires. Et donc, avec l'aide de Bruno Sicardi, le spécialiste, j'avais obtenu du temps lors d'une occultation stellaire qui était prévue sur un grand télescope où là, vous avez parmi les meilleurs télescopes du monde, donc sur le sommet du volcan Mauna Kea à Hawaï. J'avais obtenu du temps sur un vieux télescope de 2,20 m de l'université d'Hawaï. Et donc j'ai fait les 15 000 km, j'ai tout préparé, programmé la CCD. Comme j'étais amateur, ça m'a pris des heures. Enfin amateur, vous comprenez. Et puis arrive, je crois que c'était 21h17, le moment où l'étoile allait passer derrière Pluton, et il y a eu un nuage. Donc je suis rentré chez moi, et je trouve que c'est très très dur d'être astronome. Donc moi je fais beaucoup de... Voilà. Dernier point, encore une fois, avant même d'avoir une sonde spatiale, on avait pu apprendre des choses en regardant la composition de l'atmosphère par spectroscopie. Alors là, c'est très difficile, parce que Pluton est encore une fois très très loin, on reçoit peu de photons. Mais mon collègue français, le meilleur, Emmanuel Lelouch, a pu, en utilisant le Very Large Telescope au Chili et le spectromètre CRIRES, qui est un instrument vraiment très très performant, pu mesurer la présence de gaz dans l'atmosphère, le méthane, le CO, qui est mélangé dans l'atmosphère d'azote. Et on avait pu déjà savoir que vous avez à peu près donc, sur Pluton une atmosphère de 1 pascal avec 0,5% de méthane et 0,05% de monoxyde de carbone. On savait déjà tout ça avant New Horizons. Alors maintenant, pour ce qui est de la géologie, je vous ai montré la meilleure image. Là, on ne savait pas grand-chose. Alors, il y avait différentes idées possibles. La première, on se disait, bon, ce sont avant tout des mondes de glace. Quand on regarde la densité, on sait que le manteau, vous avez du caillou au milieu, mais le manteau extérieur sur 300 km d'épaisseur, c'est de la glace d'eau. C'est un monde où il y a
qui a été formé il y a des milliards d'années. Il n'y a aucune source d'énergie interne, a priori, puisque contrairement aux satellites de Jupiter, par exemple, qui sont tout le temps réchauffés à l'intérieur par les forces de gravité, les forces de marée de Jupiter, là, il n'y a pas de raison que ça se réchauffe. Pluton et Charon tournent l'un autour de l'autre, mais tout est figé. Donc on pensait que peut-être c'était un astre complètement mort et que ça allait ressembler par exemple à ça, à Rhea, boule de glace, avec quand même un peu de relief à cause des impacts de petits corps, d'astéroïdes qui ont pu tomber dessus, point. Bon, on se disait peut-être ça ressemblerait à Triton, le satellite de Neptune, qui fait la même taille et sur lequel lui aussi on a pu, donc il a été observé par Voyager en 88, et en 89, et on avait pu voir qu'il était lui aussi couvert de glace d'azote, glace de méthane, de CO, donc on se disait que ça allait ressembler. Mais on se demandait vraiment qu'est-ce qu'on allait découvrir. Donc voilà, nous voilà en avril 2015, la sonde qui a hiberné pendant des années, on la réveille, tout se passe bien, et puis on s'approche de New Horizons à grande vitesse, hein. On fait 1 million de kilomètres par jour, donc elle est encore très très loin. Alors avant d'aller plus loin, une petite présentation de cette sonde, là c'est un schéma technique, c'est une sonde spatiale typique, c'est-à-dire vous avez une grande antenne pour communiquer avec la Terre, avec un débit très lent, hein, très très lent, qui est à peu près, j'avais estimé, 100 fois plus lent que les anciens modems qu'on avait, vous savez, il y a quelques années, là, qui faisaient les 56K. Donc là, c'est 100 fois plus lent. Donc c'est 5,6, c'est pas grave. C'est-à-dire que je vous le dirai plus tard, mais on a mis un an pour récupérer les données qui ont été prises en quelques heures. Donc la grande antenne, vous n'avez pas de panneau solaire, c'est trop loin, donc à la place, vous avez cette espèce d'escroissance ici. C'est en fait un petit réacteur nucléaire, c'est-à-dire tout simplement, vous avez du plutonium qui est là, qui chauffe, et puis en faisant un thermocouple, on arrive à extraire de l'énergie. Donc c'est comme ça que la sonde fonctionne. Et puis vous avez surtout des instruments scientifiques. Je vais aller vite. Bon, les plus importants, vous avez une caméra qui s'appelle LORRI avec un gros zoom. C'est un vrai télescope qui permet de regarder de loin et de faire des images haute résolution. Une caméra couleur qui fait aussi spectromètre qui s'appelle RALPH. Et puis un spectromètre UV pour regarder l'atmosphère. Puis un certain nombre d'instruments comme ça pour regarder l'environnement spatial, les particules, le plasma. Et j'ajouterais qu'en utilisant la radio, je vous le mentionnerai tout à l'heure, on peut utiliser le signal radio pour faire de la science, en particulier quand le signal de radio émis par l'antenne passe à travers l'atmosphère. Donc voilà comment était équipé New Horizons. Donc voilà, on arrive maintenant en avril, ça y est, avec la caméra, avec le gros zoom, donc noir et blanc. LORRI, on est encore à 105 millions de kilomètres, on commence à voir, en faisant un petit montage, les Charon et Pluton qui tournent l'un autour de l'autre. Bon, c'est surtout Charon qui tourne autour de Pluton. Et puis on s'approche, voilà, on est en mai, on commence à distinguer à quoi ressemble Pluton. Voici en juin. Donc là déjà on était très contents parce qu'on avait des meilleures images que ce que Hubble avait jamais pu récupérer. Et puis peu à peu, ça y est, on commence à pouvoir prendre des images couleurs grâce à la caméra couleur qui a une moins haute résolution, mais qui permet, on est encore à 12,5 millions de kilomètres. On est là le 3 juillet 2015. Le lendemain, c'est le 4 juillet, aux États-Unis, barbecue. Tout le monde est tranquille. Et là, il s'est passé un événement. Beaucoup de mes collègues qui étaient au barbecue ont une grande surprise, coup de fil paniqué. La sonde est tombée en panne. Alors, dans notre jargon, elle s'est mise en safe mode. Je ne sais pas si quelqu'un travaille dans le spatial ici. Et donc, elle ne fonctionne plus de réponse. Alors, le problème qu'on a eu, enfin, je dis on, là, je n'étais pas en première ligne, c'est qu'elle est tellement loin que le signal radio met 9 heures pour parvenir à la sonde. Et 4h30 à l'aller, 4h30 retour. Donc, quand vous voulez débugger ou comprendre ce qui se passe, vous posez une question, 9 heures plus tard, vous avez la réponse. Or, on était juste une dizaine de jours avant le survol de Pluton. Donc, ça a été un moment très, très émouvant pour toute l'équipe. Enfin, rétrospectivement, ici, tout le monde en parle avec émotion. La grande responsable, c'était Alice Bowman, que vous voyez ici, qu'on appelle Mom. Alors, c'est pas parce qu'elle est un peu maman dans son style, mais son vrai titre, c'est Mission Operation Manager. Mais tout le monde l'appelle Mom. Donc, Alice Bowman a été en première ligne. Son barbecue a été vraiment gâché. Et donc, il a fallu plusieurs jours, en fait, pour réparer. En réalité, on a pu rapidement, heureusement, comprendre ce qui s'était passé. Il y avait eu un conflit dans les commandes. On avait sous-estimé le temps de traitement de certaines données et on avait envoyé d'autres instructions. La sonde était prévue pour, à ce moment-là, s'arrêter de fonctionner et rebooter. Bien sûr, au moment du survol, il était prévu qu'elle ne fasse pas ce genre de bêtises et qu'elle fasse tout ce qu'elle puisse, tout ce qui est possible pour obtenir des données. En tout cas, on a pu heureusement reproduire le problème dans un modèle qui était sur Terre,
un modèle équivalent avec la même électronique, préparer les commandes qu'il fallait pour réparer, et puis ensuite les uploader, comme on dit, donc les télécharger. Et heureusement, la sonde était prête donc pour le survol le 14 juillet. Donc le 14 juillet, même mes collègues américains appelaient ça Bastille Day, donc c'est le 14 juillet, c'est la fête nationale en France. Eh bien, c'est le survol de Pluton. Alors là, c'était un événement assez compliqué. Vous voyez, donc la sonde arrive à très grande vitesse, je vous rappelle, donc presque 1 million de kilomètres par jour. Ça fait 13,78 km par seconde. Impossible de s'arrêter. Si on voulait s'arrêter, si vous faites le calcul, il vous faudrait une vraie fusée attachée à New Horizons pour freiner et se mettre en orbite ou se poser. Donc on passe à très grande vitesse et on prend le maximum de données possible. Donc la sonde a eu une trajectoire qui a été choisie soigneusement. Elle arrive comme ça. Alors comme Pluton et Charon sont très inclinés dans leur rotation par rapport au plan de l'orbite, on a l'impression de passer comme dans une cible. Vous voyez ici la géométrie. Au plus proche, la sonde est passée à 12 500 km de Pluton. Ensuite, elle a été conçue pour passer dans le cône d'ombre derrière Pluton. L'intérêt, c'est qu'on a pu voir ainsi le Soleil se coucher à travers l'atmosphère et aussi faire transmettre du signal radio à travers l'atmosphère vers la Terre, sachant que la Terre était juste à côté du Soleil. C'était même conçu pour, elle était juste derrière. Et après, on a continué et on a fait la même chose derrière Charon. À nouveau, on est passé derrière pour faire une occultation. Donc c'était un programme très astucieux. Alors, pendant toute cette période-là, chaque seconde étant aussi importante, on va à une telle vitesse, ça dure très peu de temps, la sonde a été programmée pour faire le maximum de données sans du tout rapporter à la Terre. Et pendant presque 24 heures, la sonde a fonctionné en automatique, avec un programme incroyablement compliqué, un listing de commandes et d'opérations, de manœuvres à faire assez impressionnant, et qui consistait à faire prendre des photos, faire des mesures, des spectres, etc. Le tout vraiment testé, retesté, mais c'était la première fois qu'on le faisait en temps réel. Par ailleurs, il y avait un grand suspense, c'est que dans ce système, vous voyez, vous avez cette espèce de plan avec Pluton, Charon qui tourne autour, des petits satellites, et on se demandait s'il n'y avait pas des poussières, un anneau, quelque chose. À cette vitesse-là, la moindre particule de quelques microns suffit à détruire en partie la sonde. Donc on a essayé de regarder au maximum s'il y avait des particules dangereuses, mais tout avait l'air OK, mais il y avait un vrai suspense de savoir si la sonde allait survivre, d'une part, à ce survol, et d'autre part, est-ce qu'elle allait prendre toutes les données comme prévu. C'est très stressant pour les gens qui programment ça. Vous vous rendez compte, parce qu'on ne peut pas tester, et la moindre erreur est interdite, on ne passera qu'une fois, etc. Donc, le 14 juillet se passe, et puis dans le matin du 15 juillet, en France, eh bien, à une heure très précise, à 2h10 du matin, on s'attend à ce que la sonde se tourne vers la Terre, envoie un signal, qui est capté sur Terre par les grandes antennes de ce qu'on appelle le Deep Space Network américain, une grande antenne de 60 mètres de diamètre, et puis on s'attend à avoir des données. Alors j'ai mis un petit film, j'espère que vous allez l'entendre. On the Deep Space Network. In lock on symbols. So that's the first step. We're getting data. Okay, copy that. We're in lock with telemetry with the spacecraft. C'est pas cette fois, celui-là. Bon, c'est Woodstock pour nous, ça. C'était formidable. D'autant plus que très rapidement, on a pu comprendre que la sonde a rempli exactement ses mémoires comme prévu et que tout s'était bien passé. C'est l'une des premières informations qu'on a eues. Il a fallu beaucoup de temps pour recevoir les premières images. Mais très rapidement, l'un des premiers chiffres reçus, c'est la quantité de données, le taux de remplissage des mémoires. C'est des mémoires solides. Le taux de remplissage des mémoires solides, c'était exactement comme prévu. Donc ça voulait dire que toutes les images avaient été à peu près prises comme prévu. Et rapidement, on reçoit cette image-là, ça y est. On voit pour la première fois à quoi ressemble ce monde, Pluton, qui est un peu marron, j'y reviendrai, il est un peu marronasse parce qu'il est recouvert en grande partie de suie organique, de molécules organiques. J'ai dit qu'il y avait du méthane dans l'atmosphère. Ce méthane, lorsqu'il est photolysé par le rayonnement ultraviolet, eh bien, il forme des espèces de suie, des molécules plastiques, des polymères qui se déposent ensuite à la surface et qui donnent ce côté marron à Pluton. Alors, ce qui est frappant, c'est qu'à la surface, vous avez un espèce de cœur, donc qui marque tout le monde, c'est quand même un espèce d'accueil étonnant. Alors, certains, surtout quand on est anglais, Pluton, Pluto, certains ne voient pas trop un cœur, mais voient plutôt une espèce de tête qui évoque évidemment Pluto. Normal, le tout est produit par Walt Disney. Non. Donc c'était une bonne chose.
Alors, donc, on a ce monde-là. Souvent, on monte des images, comme toujours en planétologie, en forçant un peu les couleurs pour mieux voir les contrastes. Voilà, souvent, vous verrez des images de Pluton comme ça. Ce n'est pas la vraie couleur de Pluton, ça, c'est des images en fausse couleur. Mais c'est vrai qu'avec, en faisant cette espèce de balance des blancs, on voit beaucoup mieux le fait qu'il y a une accumulation ici près de matériaux plus sombres, plus marrons, ici des givres, et puis on voit mieux les reliefs. Une autre chose que je peux ajouter, c'est que, attention à la géométrie, on est quand même au printemps, à la fin du printemps, on va dire, et Pluton est assez bien incliné, donc avec la géométrie, on voit Pluton comme cela. Ça, c'est le pôle nord, et puis vous avez ici l'équateur, donc on voit essentiellement une grande partie de l'hémisphère nord. Alors ce qui est bien quand on fait l'exploration comme ça, c'est que on a tout à coup des cartes pour nous, donc on voit essentiellement l'hémisphère qui a été survolé, on le voit très bien parce qu'on est passé à quelques milliers de kilomètres. L'autre hémisphère que vous voyez ici et là est beaucoup plus flou, et la raison c'est qu'on l'a vu en fait en arrivant 3 jours avant. Je vous rappelle que Pluton tourne sur elle-même en 6 jours et demi, donc à peu près 3 jours avant on a pu photographier l'autre hémisphère, et puis finalement voilà, on a une carte complète, mais il n'y a que la moitié de la planète à peu près, sans compter la partie qui est dans la nuit polaire ici qu'on ne voit pas du tout, qui a été cartographiée. Alors ce qui est amusant quand on fait ça, c'est qu'on doit nommer tout. L'exploration, c'est comme ça, on doit nommer les choses. Alors, l'équipe New Horizons était bien organisée, elle avait fait un site web en faisant un espèce de concours d'idées, avec des thèmes, soit le thème des enfers, comme avant, en particulier dans le monde de la fiction, soit le thème des grands explorateurs, et en particulier des grandes missions spatiales d'exploration. Et résultat, voilà, il y a plein de noms qui ont été mis. Je ne sais pas si vous arrivez à lire, je vais zoomer un petit peu. Vous avez donc des grandes régions qui sont nommées d'après les grandes missions spatiales importantes, Hayabusa, Pioneer, Voyager. Tombaugh, c'est du nom de Clyde Tombaugh, vous vous souvenez le découvreur de Pluton, qui est tout Tombaugh Regio. Et finalement, vous allez voir que la région la plus importante, ça va être Sputnik Planum, qui est ici. En fait, finalement, on a pris l'habitude d'appeler Tombaugh Regio le cœur lui-même, mais on n'utilise jamais ce terme, puisque ce qui va être particulièrement intéressant, c'est la partie gauche de ce cœur, qu'on appelle Sputnik Planum, et c'est marrant qu'une mission de la NASA, alors c'est pas par hasard, je connais des gens de l'équipe, finalement on nommait l'endroit le plus important de Pluton d'après la mission soviétique qui à l'époque avait traumatisé la NASA, enfin ce qui précédait avant la NASA. Alors il y a beaucoup de noms d'explorateurs, j'ai pas trouvé de nom belge, j'ai peut-être mal cherché. Vous avez quelques noms français, vous avez Cousteau, Jacques-Yves Cousteau, Cousteau Rupes. Et puis, vous avez ici Barré Montes, totalement inconnu en France, mais qui est très connu aux États-Unis. En fait, c'est une Française, qui s'appelle Jeanne Barré, qui est la première femme à faire le tour du monde en bateau. Elle s'était déguisée en homme, c'était l'amante du capitaine, je crois que c'était la Pérouse, et elle avait fait le tour du monde. Voilà. Il y a eu un livre qui a eu beaucoup de succès aux États-Unis sur elle, et donc elle a droit à cette montagne. Sinon, vous avez, si vous regardez bien, Hilary Montes, Norgate Montes, d'après les découvreurs, les premiers alpinistes qui ont gravi l'Everest, etc., etc., etc. Et puis, on se retrouve on a ces images extraordinaires. Je vous invite à les regarder si vous voulez à haute résolution sur Internet. On a tout un monde, toute une géologie à inventer pour comprendre qu'est-ce que c'est que ce monde-là. Alors, première chose, on comprend, on le savait déjà parce que je vous ai dit, grâce à la densité, on avait pu déjà comprendre que la croûte, le manteau externe de Pluton, c'était pas du caillou, c'était pas des silicates, mais c'était de la glace d'eau. La glace d'eau à 235 degrés, c'est comme du caillou, c'est extrêmement rigide. Et sur cette glace d'eau très froide, on peut voir beaucoup de relief, mais on a pu démontrer que c'était bien de la glace d'eau avec la signature spectrale. On a pu, là c'était vraiment les premières données qu'on a eues, mais on a bien pu montrer qu'effectivement, confirmation, c'est bien de la glace d'eau. Après, vous voyez que vous avez plein de failles, toute une structure, vous avez des cratères aussi, mais vous avez plein de failles comme ça qui marquent cette surface-là. Et donc, c'était une géologie déjà apparemment plus riche que ce à quoi on s'attendait. Bon, finalement, on comprend à peu près ce qui se passe. Ce que l'on pense, d'après le type de ces fractures, c'est que certainement, Pluton s'est formé en 2 fois, puisqu'à un moment donné, il y a certainement un impact qui a remis tout à zéro et qui a formé à la fois Charon et Pluton. C'est comme ça que ça se passe au début du système solaire. Les deux se mettent à tourner autour de l'autre, ils sont très chauds, ils se refroidissent doucement. Vous avez la glace qui se forme à la surface, mais à l'intérieur, vous avez un océan de glace d'eau liquide. Peut-être, d'ailleurs, on pense qu'il y a encore une couche de glace d'eau liquide à l'intérieur de Pluton. Quand on fait les calculs, finalement, elle ne se refroidit pas si vite que ça. Or, quand vous
refroidissent, quand vous condensez de la glace d'eau liquide, quand vous passez de la phase liquide à la phase glace, qu'est-ce qui se passe avec de l'eau? C'est unique, ça gonfle, ça se dilate. La glace d'eau a une densité bien inférieure à l'eau liquide. Résultat, vous avez une expansion, et on comprend qu'en fait, toutes ces structures, toutes ces failles indiquent qu'il y a une extension de la croûte au fur et à mesure que l'intérieur se refroidit. Ça gonfle un petit peu et ça fait des fractures partout. Donc on comprend cette partie-là de la géologie. Mais ce qui est surtout étonnant, ce qui a frappé tout le monde, c'est cet endroit-là, Sputnik Planitia, la partie gauche du cœur, la tête de Pluto. C'est donc une zone sans le moindre cratère, qui géologiquement est extrêmement récente. C'est comme ça qu'on calcule les âges. Donc il y a probablement moins de quelques centaines de milliers d'années ou 1 million d'années, et qui est en fait complètement couvert de glace d'azote, et on comprend vite que c'est une espèce d'océan de glace d'azote solide. Quand on prend une photo haute résolution, on se rend compte, vous voyez l'échelle ici, qu'il y a des espèces de polygones qui se forment avec à peu près quelques dizaines de kilomètres de large, donc c'est quelque chose qu'on n'a jamais vu nulle part ailleurs dans le système solaire, et on se demande quand même ce que c'est. Et puis rapidement on comprend, on se dit ça doit être cette espèce de grand réservoir d'azote, doit faire plusieurs kilomètres d'épaisseur. Quand on calcule grosso modo avec l'énergie interne qu'il y a, la base du glacier d'azote, de cette calotte d'azote doit être un peu plus chaude, peut-être 10, 20, 30 degrés plus chaude. Et donc, quand la glace d'azote est plus chaude, elle est un peu moins dense, donc elle a tendance à remonter. La glace à la surface est un peu plus dense, elle a tendance à plonger. La glace d'azote à cette température-là n'est pas trop visqueuse, un peu comme la glace d'eau sur Terre, donc il peut y avoir des mouvements, ça peut fluer, ça peut bouger. Et on pense donc que tout ce que l'on voit là, en fait, ce sont des cellules de convection solides, mais qui se passent milliers d'années après milliers d'années. Vous avez un mouvement avec la glace de surface qui est froide et qui plonge, la glace qui est de fond qui remonte. Et vous avez cette convection. Phénomène étonnant qu'on n'a jamais vu nulle part ailleurs. On a pu le modéliser, tout colle. Alors, ce qui est bien, c'est que quand on regarde attentivement autour de Sputnik Planitia, on voit effectivement des glaciers, là pour le coup plus comme sur Terre, qui coulent, qui descendent, qui forment des moraines, qui s'écoulent exactement comme les glaciers sur Terre. Et comme sur Terre, ces glaciers vont éroder les montagnes de glace d'eau, je vous rappelle, donc c'est de la glace d'azote, et donc sculpter ces reliefs pour faire des falaises, un peu comme dans les Alpes, à Yosemite ou au Groenland. Résultat, ça fait des paysages très spectaculaires au bord, et j'aime beaucoup cette image, c'est l'une des toutes premières qu'on a reçues. Je ne sais pas si certains d'entre vous avaient suivi l'aventure New Horizons à cette époque-là. Quasiment 1 heure après le survol, on avait cette image-là, qui était assez extraordinaire. On voit ici, vous avez le glacier d'azote, et là, vous avez des reliefs complètement sculptés par les glaciers. Vous avez des falaises qui font presque 5000 mètres de haut. On peut le calculer en regardant les ombres et ensuite en faisant de la stéréophotographie. Donc c'est un relief très impressionnant et qui évoque finalement ce que l'on a quand on a des gros glaciers qui coulent au milieu des montagnes. Par exemple, à l'est du Groenland, vous avez des Nunatak. Donc vous avez tous ces reliefs dans ces régions polaires, ou encore une fois dans les Alpes autrefois, sont complètement sculptés avec des falaises partout à cause de l'écoulement des glaciers. Alors j'ai longtemps raconté ça, pris l'exemple terrestre comme analogue, mais je crois en fait que c'est le plus souvent faux. Et alors comment on a pu comprendre ça? C'est encore plus compliqué et encore plus exotique. Vous voyez ici à nouveau Sputnik Planitia. Et si vous regardez ici sur le côté, donc ici à l'ouest, on voit, si je zoome un peu, un drôle de zone. On voit des espèces de grosses montagnes de glace d'eau, solides comme du caillou, et qui sont les unes contre les autres, toutes tourneboulées, un truc très bizarre. Et quand on regarde attentivement, on a le sentiment qu'en fait, ces véritables icebergs qui font plusieurs kilomètres de haut, sont non pas rattachés au socle rocheux qui est en dessous, mais on a le sentiment qu'ils flottent sur la glace d'azote. Alors c'est possible parce que la glace d'azote est plus dense que la glace d'eau, donc on a une situation qui n'est pas du tout comme sur Terre. Sur Terre, les glaciers d'eau érodent les montagnes, mais les cailloux, ils tombent au-dessus, ou ils sont un peu transportés, ils font des moraines, mais enfin, ils vont pas flotter comme ça, sous forme de montagnes entières. Et bien là, il y a tellement d'azote, et la glace d'eau est tellement moins dense qu'apparemment, elle flotte. Alors on ne le voit pas très bien de ce côté-là, mais je peux l'illustrer en allant de l'autre côté. Vous voyez, de l'autre côté de ce glacier. Et là, on voit qu'il y a apparemment des blocs de glace d'eau qui sont posés sur la glace d'azote, qui se déplacent, et qui même, regardez bien, s'accumulent à la jointure des zones où la glace d'azote, en convection, plonge. Ça ressemble à ça, vous voyez ? Et c'est pour ça qu'on les voit, ils s'accumulent. Alors, ils sont trop
peu dense, il flotte trop pour plonger avec la glace d'azote, qui descend à quelques millimètres par an ou centimètres par an. Mais donc il s'accumule, et ces blocs, je vous ai mis l'échelle tout à l'heure, mais oui voilà, c'est des gros trucs, hein. C'est des icebergs de centaines de mètres, voire plusieurs kilomètres de haut et de côté. C'est une géologie absolument exotique. Alors je vous parle de Sputnik Planitia comme une évidence, mais il y a quand même quelque chose qui est étonnant. Donc c'est une calotte de glace. Sur Terre, quand on pense à des glaciers, à des calottes de glace, on pense soit aux régions polaires, soit à la limite à des grands glaciers sur les montagnes, comme en Himalaya, au Tibet. Et là, on n'a vraiment pas du tout cette situation. D'abord, Sputnik Planitia est à l'équateur, c'est là où la glace d'azote s'est accumulée. Et en plus, quand on fait la topographie, ce qu'on a pu faire, une estimation de la topographie en faisant de la stéréophotographie, on a pris une photo là, hop, comme dans les films 3D, on peut estimer le relief. Eh bien, on se rend compte que Sputnik Planitia, la partie gauche du cœur, c'est un espèce de grand bassin, certainement un ancien cratère d'impact, et qui est beaucoup plus bas, plusieurs kilomètres plus bas que les plateaux autour. Comment ça se fait que la glace s'est accumulée là? Alors, pour comprendre ça, c'est quelque chose qu'on a fait chez nous, là, dans mon laboratoire, avec mon étudiant qui s'appelle Tanguy Bertrand. Eh bien, on a simplement essayé de modéliser, bêtement, en faisant de la physique du 19e siècle, comment ça se passe, quelles sont les températures et où la glace va s'accumuler sur Pluton. Donc, pour faire très simple, vous prenez Pluton, vous le discrétisez, vous faites une grille informatique, vous calculez qu'est-ce qu'on reçoit comme soleil partout, jour après jour, saison après saison. Vous calculez les températures, puis en fonction de la température, vous allez faire sublimer ou se condenser les glaces et vous allez voir où elles vont se stabiliser. Donc c'est quelque chose que j'ai fait avec Tanguy Bertrand ici. Et ici Alan Stern, là, le grand chef, qui est visiblement très impressionné par ces résultats. Et donc, je vais vous montrer ces résultats. Donc vous avez une carte de Pluton ici, et je vais vous montrer un petit film, ça devient un peu scientifique, où on fait cette simulation numérique pendant des milliers d'années, des centaines d'années au moins. Et vous allez voir. Alors au début, on met de la glace, on met un grand mélange partout, on mélange pareil, la glace d'azote, de méthane et de CO. Puis ensuite, on laisse le temps tourner, les saisons, les jours, les saisons. Et on va voir ce qui se passe. Alors quand vous avez quelque chose de rouge, c'est de la glace de méthane pure. Quand la glace de méthane est avec la glace d'azote, on ne la voit pas. Alors la glace de méthane, elle peut être sous forme solide à des températures plus élevées que la glace d'azote. Donc elle peut être toute seule là où il fait chaud, alors que l'azote se sublime. Et puis quand vous avez du sol nu, eh ben, ça fait marron à cause de ce que je vous ai dit tout à l'heure. Donc je vous montre un petit film qui illustre ce que l'on trouve. Je ne sais pas si vous arrivez à lire, mais là on fait dizaines d'années terrestres, ça va très vite, 1000 ans déjà. Et là vous voyez, donc ce que vous voyez, c'est le cycle saisonnier. Ça devient rouge parce que chaque hiver, la glace d'azote se condense, et puis elle se sublime au printemps, elle disparaît. Dans la glace de méthane, excusez-moi, en rouge. Et ce que vous voyez aussi, c'est que la glace d'azote en bleu, elle, au bout d'un moment, il n'y en a plus. Elle a tendance à aller s'accumuler. Où ça? Justement, au fond du bassin qu'on a dessiné là, qui est profond et qui est à l'équateur. Voilà ce qui se passe. Après 10 000 ans, si vous mettez un petit peu d'azote là, après 10 000 ans, tout l'azote se retrouve piégé dans le bassin. Pourquoi ça? Alors, première raison, c'est que Pluton est très incliné, l'axe de rotation de Pluton est très incliné sur le plan de son orbite. En d'autres termes, ça veut dire qu'on reçoit quasiment plus d'énergie en moyenne sur l'année au pôle qu'à l'équateur. Donc en moyenne sur l'année, il fait presque plus froid à l'équateur, grosso modo. Mais surtout, ce qui est très important ici, c'est qu'il y a vraiment ce bassin profond. Et au fond d'un bassin comme celui-là, quoi que vous fassiez, la pression de l'atmosphère va être plus élevée. La pression atmosphérique va être plus élevée. Et c'est pour ça que la glace d'azote se stabilise là. Donc là, je passe en mode science post-bac. Pourquoi c'est comme ça? Eh bien tout simplement parce que comme la pression est plus élevée, le point d'équilibre solide-gaz de l'azote va être plus élevé. Or, la quantité d'azote que vous condensez, quand vous condensez l'azote d'après ces équations, elle dépend beaucoup de la température, puisqu'elle dépend du taux de refroidissement, en degrés par seconde, vous voyez. Et ça, c'est proportionnel à la température à la puissance 4, sigma T4 pour ceux qui ont fait un peu de physique. Et là, comme on est extrêmement sensible à la température et donc à la pression, résultat, on condense beaucoup plus au fond des bassins qu'au sommet des montagnes. C'est vraiment pas du tout comme sur Terre. Résultat, naturellement, inévitablement, la glace d'azote va s'accumuler au fond des cratères, surtout ce grand cratère de Sputnik Planitia. Alors quand on est terrien, c'est un peu surprenant. Mais il se trouve que moi, je ne suis pas tout à fait terrien, puisque j'ai passé grande partie de ma carrière à travailler sur Mars.
Et c'est pour ça que ça a été facile pour nous de comprendre cela, puisque sur Mars, ce phénomène-là est bien connu. De la même manière que sur Pluton, vous avez une atmosphère d'azote qui se condense sous forme de glacier d'azote, sur Mars, vous avez une atmosphère de CO2 qui se condense sous forme de glacier de CO2. Et donc, je vous montre par exemple l'équivalent. Sur Mars au printemps, vous avez de la neige carbonique qui s'accumule au fond du cratère d'Hélas, qui fait 8000 mètres de profondeur par rapport au reste. Et vraiment, pour des raisons identiques, vous avez la glace d'azote qui s'accumule dans Sputnik Planitia. Alors bon, je vais parler dans les détails. Avec ce modèle, on a pu expliquer pourquoi on pense expliquer pourquoi le méthane, en tout cas le givre saisonnier de méthane est à tel endroit. On peut à peu près comprendre pas mal de choses. Je ne vais pas trop vous détailler, mais voilà ce genre de choses qui nous a permis de pouvoir participer bien à la compréhension de Pluton en faisant juste ces calculs finalement assez simples. Alors il reste des choses à comprendre. Je reviendrai là-dessus. Par exemple, on constate qu'il y a beaucoup de chaînes de montagnes, vous voyez ici, qui sont couvertes. Alors c'est le phénomène inverse de ce que pour l'azote, qui sont couvertes de méthane. Exactement comme sur Terre, les chaînes de montagnes sur Terre sont couvertes de glace d'eau. Pourquoi ? C'est un transparent que je présentais pendant longtemps. Maintenant, j'ai la réponse. Je vous la montrerai dans quelques minutes. Et puis de la même manière, on doit comprendre pourquoi vous avez ce gros glacier d'azote ici, mais toute la zone qui est ici à l'est de Sputnik Planitia, qu'on appelle Tartarus dorsa, eh bien elle est couverte de grandes zones comme ça, de glaciers, ce sont des glaciers d'azote très épais, qui ont une structure en forme de dune. En tout cas, si vous montrez ça à un géologue terrestre, il va vous dire que c'est des dunes. C'est pas possible, ça ne peut pas être des dunes, puisque la pression est trop faible pour que le sable ou l'équivalent soit transporté. Donc vous avez une espèce de figures qui sont probablement comme des pénitents, si vous connaissez, ce sont liés à la condensation et la sublimation de l'azote, qui forment cette espèce de géologie très très étonnante, avec des espèces de chaînes de glace qui font des centaines de mètres de haut. Et il faut expliquer tout ça. Alors, un petit mot sur l'atmosphère, dont je vous ai parlé tout à l'heure quand je parlais des occultations stellaires. Alors quand on voit une photo de Pluton comme ça, on ne voit pas d'atmosphère. Et c'est vrai qu'elle est tellement fine qu'on la voit à peine. Néanmoins, on a pu la voir quand même en regardant Pluton à contre-jour. Un petit peu comme disait mon collègue André Braik, si vous connaissez. Il prenait toujours des exemples avec des jeunes filles. Il disait, si vous êtes sur la plage, au soleil couchant, vous regardez une jeune fille avec le soleil couchant derrière, vous allez voir tous ses poils et tous les détails de sa peau. Et effectivement, quand on a regardé Pluton à contre-jour, on a vu ça. Il y a bien une atmosphère. Et on la voit, alors c'est pas des poils, on la voit d'autant mieux que vous avez, non pas des poils, mais vous avez des particules, des aérosols, les aérosols dont je vous ai parlé tout à l'heure, issus de la photolyse du méthane, toutes ces particules plastiques qui s'accumulent là et qui descendent doucement à la surface pour rendre Pluton marron. Alors c'est bleuté, pour le coup, plutôt un peu comme sur Terre. Vous avez de la diffusion, relais, bref. C'est à peu près le même mécanisme qui fait que le ciel est bleu sur la Terre. Alors j'ai toujours à donner cet exemple parce que si vous regardez la Terre avec la même géométrie, vous allez la voir rouge. Mais c'est une autre histoire. Alors on a pu faire plein de sciences, je ne vais pas rentrer dans les détails. Grâce au spectromètre ultraviolet, on a vu le soleil se coucher puis se relever. Et là, évidemment, on a pu analyser la présence, les profils de plein de molécules, non seulement du méthane, mais de l'éthane, de l'éthylène, de l'acétylène. Et donc faire de la photochimie, c'est une belle science. Grâce à la méthode de l'occultation radio, qui consiste à analyser la manière dont le signal radio est perturbé par la présence de l'atmosphère lorsque la sonde passe derrière Pluton, on a pu mesurer le profil de température près de la surface. Alors on a eu une surprise. On s'attendait à ce que vraiment les profils, pour des raisons assez fondamentales, que le profil de température soit le même partout, parce que le temps d'évolution à ces températures aussi froides est très lent et normalement tout devait être homogène. Et on a eu la surprise que ce n'est pas le cas. Voilà les deux profils qu'on a obtenus. On en a obtenu un ici au sud de Sputnik Planitia et l'autre de l'autre côté. Eh bien, ils ne sont pas tout à fait identiques, surtout en bas. Il y en a un qui est plus froid et puis il y a une petite inversion ici. Et sur le moment, c'était intéressant, on s'est demandé pourquoi. Et ça, on a pu l'expliquer aussi dans mon équipe. Je vous ai dit, on faisait beaucoup de simulations numériques. On a eu 2 doctorants qui ont travaillé sur ce sujet, Tanguy Bertrand et Mélanie Van Wichit. Et on a pu en fait simuler, alors je ne vais pas rentrer dans le détail des équations cette fois-ci, mais c'est pas mal, c'est le même genre de modèle qu'on utilise pour faire de la météorologie sur Terre, appliqué à Pluton. On peut calculer les vents, on peut regarder tout ce qui se passe, simuler vraiment avec les équations numériques un peu tout ce qui se passe. Et ce qui est pas mal, c'est que spontanément, le modèle a à peu près expliqué en tout cas la petite différence ici et surtout pourquoi il y avait une inversion de température ici. Et la réponse est quand même c'est avéré plus compliqué qu'on pense. Bon, déjà, la région où il y a une inversion, c'est au sud du grand glacier d'azote.
Alors on dit, ok, on va mettre de l'azote, on va le laisser se sublimer l'après-midi. Alors il faut imaginer les conditions. Pendant l'après-midi, avec ces pressions-là, avec le soleil qui tape, entre guillemets, vous avez à peu près 1 km de gaz qui sort de la glace. Mais au début, on a fait des simulations 100 mètres de relief. Et 100 mètres de relief, il n'y a pas du tout d'inversion qui se crée. Après, on a dit, bon, on va mettre du relief, on va reproduire le bassin. Et là, ça a fonctionné. Donc la réponse, c'est que vous avez il faut un ensemble à la fois de sublimation de l'azote, et puis ce creux, ce bassin, Spotic planitia, dans lequel l'air plus froid ici coule en permanence, l'air froid est plus dense, et accumule, et d'où crée cette inversion. Il faut la combinaison des deux pour obtenir cette inversion. Et le modèle l'a fait spontanément, et en fait on a mis du temps à comprendre pourquoi ça se passait vraiment. Bon, c'est un peu des détails, je vais revenir un peu en arrière. Ah, je vous avais parlé quand même de l'explication des chaînes de montagne. C'est un résultat récent qu'on n'a pas encore publié, mais c'est vrai qu'on peut se poser la question, pourquoi le sommet des montagnes est enneigé? Alors sur Terre, on sait pourquoi. Alors excusez-moi, j'ai pris des graphes qui viennent d'une présentation en anglais avec les collègues dans l'équipe New Horizons. Sur Terre, vous savez pourquoi. Donc, si vous prenez une chaîne de montagne, il fait plus froid en altitude. Pourquoi? Parce que quand l'air monte, la pression diminue. Vous avez un refroidissement adiabatique pour les scientifiques. Donc, quand on dilate de l'air, il se détend, il se refroidit. Il fait plus froid, l'eau se condense, il neige. Vous avez des montagnes enneigées. Est-ce que ça pourrait être le même phénomène sur Pluton? Pas du tout. Ça ressemble, mais ce n'est pas du tout ça. Ce qui se passe sur Pluton, c'est l'inverse. En altitude, je vous rappelle, l'atmosphère est chaude. Vous avez une surface très froide et avec juste au-dessus une espèce d'air beaucoup plus chaud, riche en méthane. Et bien tout simplement, ce qui se passe, c'est que les reliefs, ils sortent comme ça au milieu de cet air chaud, et quand l'air est chaud, il est riche en méthane. Et donc l'air chaud tout d'un coup s'approche, frôle la surface qui est très froide, il y a une couche d'air froid, ça se condense et ça s'accumule là. Donc le mécanisme est très différent. Bon, il nous reste à le publier. Vous êtes parmi les seuls au monde à connaître cette histoire. Alors, je vous ai parlé des brumes organiques. Bon, je vais aller très vite. Ce n'était pas une totale surprise. Et toujours à la française, en me tapant la poitrine, je mentionnerai qu'avec mon collègue, mon étudiant Tanguy Bertrand, on avait, regardez bien la date, avant le survol, le 1er juillet 2015, transmis à l'équipe New Horizons nos calculs qui montraient qu'il devait y avoir une couche de brume organique autour de Pluton, et avec certaines caractéristiques qui ont été à peu près retrouvées. Alors, je ne vais pas vous détailler tout ce qui se passe. Donc, ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est que vous avez la photolyse du méthane qui forme des radicaux chimiques, et ensuite, tout ça s'agrège, et c'est assez compliqué. On a quand même un bon exemple dans le système solaire, vous connaissez peut-être, dans lequel ce phénomène est tellement fort qu'on ne voit même pas la surface, tout est couvert, entouré d'une brume d'aérosols organiques, c'est Titan, le satellite de Saturne. Sur Titan, il y en a beaucoup plus, parce que comme Saturne est 3 fois plus proche du Soleil, elle reçoit 10 fois plus de rayonnement ultraviolet, et donc il y a 10 fois plus au moins d'hydrocarbures. Alors on comprend certaines choses, mais il y a des choses qu'on ne comprend pas du tout, en tout cas moi. C'est pourquoi ces brumes forment des strates comme ça, qui sont très fines les unes au-dessus des autres, avec des échelles de quelques centaines de mètres. Et j'avoue que le plus étonnant, c'est que ça forme ces strates comme ça, espacées de quelques centaines de mètres, mais ces strates elles-mêmes font tout le tour de la planète. À l'échelle de toute la planète, vous avez ces structures-là. Ça, c'est quand même... j'ai jamais vu ça nulle part, et donc ça reste vraiment à comprendre. Il y a des théories qui ont été publiées pour essayer d'expliquer ça, mais ça n'a jamais été vraiment simulé, reproduit dans un laboratoire numérique. En attendant, ça fait quand même des belles images. Par exemple, si on regarde suffisamment la surface un peu éclairée, mais un peu à contre-jour, voilà à quoi ressemble Pluton. Enfin, voilà quel genre d'image qu'on a eu, avec ce relief très impressionnant, lié à la coulée des glaciers d'azote, le tout recouvert de ces brumes. Voilà, des paysages quand même extraordinaires. Donc à nouveau, vous avez une espèce d'océan de glace d'azote, et puis tous ces reliefs qui ont été sculptés par les mouvements de la glace d'azote, puis au-dessus les brumes organiques. C'est quand même un monde assez magnifique. Voilà. Je tourne la page sur Pluton. Je vais vous dire quelques mots sur Charon, la lune Charon, et puis les satellites. Je vais aller très vite. Voici Charon. Donc, on a fait plein d'images aussi. C'est finalement un monde qui s'est révélé assez riche en géologie. Vous voyez, vous avez une espèce de faille comme ça qui traverse ici. Le relief entre le haut plateau ici et ici fait 7000 mètres. Il y a 7000 mètres de différence. Donc, vous avez une espèce de grosse falaise ici.
Pourquoi ? En fait, ça, c'est le même mécanisme que ce que je vous ai dit tout à l'heure, mais l'échelle est un peu plus petite, donc c'est encore plus spectaculaire. Quand le charron, essentiellement constitué de glace d'eau, s'est refroidi, eh bien, peu à peu, l'eau liquide s'est condensée, et puis ça a craquelé. Certains modèles expliquent très bien que ça se craquelle comme ça, faisant une espèce une seule grosse faille qui fait le tour de la planète. Sinon, il n'y a pas du tout d'atmosphère. Tout ce que vous voyez là, c'est soit de la glace d'eau, soit quelques brumes organiques, ce qui fait que c'est un tout petit peu marronasse, surtout au niveau du pôle Nord, qui est complètement marron. Vous avez une espèce de calotte polaire marron, et je vous raconterai pourquoi si vous me posez la question. D'ici là, vous pouvez réfléchir, essayer d'élaborer un scénario, qu'est-ce qui expliquerait que la calotte polaire de Charon serait marronasse comme ça. En attendant, on peut, comme sur Pluton, s'amuser à nommer les différents endroits qu'on voit. Alors pour l'instant, c'est des noms non officiels, mais vous allez voir, l'équipe s'est un peu plus lâchée que sur Pluton. Alors voilà à quoi ça ressemble, à ce que vous arrivez à lire. Alors vous avez des thèmes d'exploration, mais qui sont plus dans la fiction. Vous avez toute la zone Star Wars, avec Vader Crater, Skywalker, Leia Organa, voilà. Vous avez toute une zone Alien, avec Nostromo Casma, Ripley Crater. Je ne sais pas s'il y a un monstre là-dedans. Je ne crois pas, désolé. Et puis, vous avez une zone Star Trek, avec Kubrick, Spock, Captain Kirk. C'est dommage s'il y avait eu le Capitaine Picard, pour ceux qui connaissent, ça aurait été un nom un peu belge, mais ce n'est pas le cas. Alors ça, c'est des noms, normalement, qui devraient être adoptés par l'Union astronomique internationale, je pense. Bon, pour la petite histoire, il y a une grande guerre entre Alan Stern et l'Union astronomique internationale. Je vais vous dire pourquoi après. Donc je ne sais pas s'ils vont l'approuver, mais ça devrait marcher. Donc il faut imaginer, ces noms vont rester pour toujours, et donc dans 500 ans, les gens se demanderont, mais qui était Captain Kirk ? Voilà. On a pu aussi, alors pas si bien que ça, obtenir des images des 4 satellites. Vous avez mentionné Styx, Nix, qu'on voit ici, un petit peu marronasse à certains endroits. Tous sont très brillants, très riches en glace d'eau. Kerberos ici et Hydra. Si vous regardez bien, Kerberos et Hydra, on a le sentiment qu'ils sont formés de 2 lobes. Non pas une seule patatoïde, mais 2 lobes. Et ça évoquait à l'époque, ça évoque un petit peu ce qu'on avait vu avec la comète Churyumov-Gerasimenko. Donc vous savez, cette comète qui a été explorée par Rosetta. Alors Gerasimenko, c'est beaucoup plus petit que tout ça. Hein. Ça fait 4 km. Ici, Kerberos, c'est 12 km. Hydra, c'est 43 km. Mais on a le sentiment que c'est 2 lobes. Et là, ça nous parle sur l'origine, comment se forment ces objets. En particulier, ça veut dire qu'il y a des collisions à basse vitesse, etc., etc. Mais je vais y revenir, et vous savez peut-être pourquoi. Alors, quelque chose qui est intéressant, c'est une vraie horlogerie. Quand vous faites les calculs, vous pouvez démontrer qu'il ne peut pas y avoir d'autres satellites. Tout est extrêmement à migrer, c'est mis exactement comme une horlogerie en résonance les uns avec les autres, si vous aimez les problèmes de gravité. Et un truc qui est intéressant, c'est qu'à part Pluton et Charon, les 4 autres satellites ne tournent pas en rotation synchrone, ne présentent pas toujours la même face au corps parent. Et ça, c'est une exception dans le système solaire. Alors, je parle aux spécialistes, mais à part Hyperion, je crois, toutes les lunes, tous les satellites du système solaire présentent toujours la même face à leur planète principale. Sauf sur Pluton, là, à part Charon, personne ne fait ça. En plus, il y en a qui ont une rotation très très compliquée, qui est chaotique et qui oscille entre plusieurs régimes. C'est une vraie horlogerie très intéressante pour les spécialistes de ces problèmes de dynamique gravitationnelle. Alors, la mission New Horizons, vous l'avez sûrement entendu pendant les vacances dernières, là, au moment de Noël, eh bien, n'a pas fini sa mission après Pluton. En fait, effectivement, l'idée après Pluton, c'était d'aller explorer un autre objet, un de ces nombreux objets, vous voyez ici, qui sont cartographiés, nombreux objets qui peuplent les orbites autour du Soleil au-delà de Pluton. C'est ce qu'on appelle la ceinture de Kuiper, donc ici KBO, Kuiper Belt Object, ou ce qu'on appelle les objets transneptuniens. Alors il y a plein de catégories, etc. Et la mission New Horizons a été conçue pour, après le survol de Pluton, essayer d'aller voir un de ces objets. Alors ça a posé des problèmes pas possibles, puisque au début, l'équipe New Horizons a tranquillement utilisé des télescopes sur Terre, ne trouvait rien, et en panique, en 2016, a dit à la NASA, on ne trouve rien, il nous faut Hubble. La NASA a donné des centaines d'heures d'observation sur Hubble, même des centaines d'orbites,
mais le tout dans des conditions très stressantes, parce qu'il fallait démontrer au bout de 20% du temps qu'on est capable de trouver des objets, etc. Alors moi, je n'ai pas fait ça, hein, mais c'était une aventure extraordinaire au niveau astronomie, pour finalement d'abord découvrir plein d'objets, et finalement trouver 2 objets seulement qui étaient atteignables par New Horizons, c'est-à-dire New Horizons, après le survol de Pluton, avait un petit peu de carburant pour modifier sa trajectoire, et finalement pouvait, si vous voulez, atteindre tout ce qui se trouverait dans un cône. Et dans ce cône, on n'a pu trouver que 2 objets. Un a été sélectionné, qu'on a baptisé MU69, et on a pu prévoir son survol dans la nuit du 1er janvier 2019. Donc il y a eu plein de manœuvres qui ont été faites, et puis peu à peu, on s'est approché de ce nouveau corps, et là on s'est retrouvé dans le même genre de scénario que pour survol de Pluton. On s'est mis à tout programmer, tout préparer, et c'était assez passionnant de préparer ce nouveau survol, de découvrir ce nouveau monde. Alors, on a à peu près fait la même méthode. Donc là, entre-temps, il y a eu un concours à la NASA. On a baptisé ce monde Ultima Thule. C'est le nom du royaume au-delà de Thule, légendaire, qui était dans le Grand Nord sur Terre. Et puis, il a été prévu, donc on a pu, après calcul, démontrer que c'était optimal de passer à 3500 km de l'objet. Alors, ça aurait été bien peut-être de passer plus près pour voir plus de détails, mais le problème en passant plus près, c'est que d'abord, on n'était pas sûr de bien passer où il faut, et puis ensuite, si on passe trop près, on passe trop vite et on n'a pas le temps, on a des images floues, si vous voulez. Donc 3600 km, c'était le bon compromis. Et la trajectoire était même prévue pour à nouveau passer dans le cône d'ombre qui est derrière l'objet. Alors on arrive cette fois-ci à 14 km par seconde par rapport à l'objet. Donc on fait 1,2 million de kilomètres par jour. Et là, la distance est bien plus éloignée. On est à 44 unités astronomiques, donc on est à peu près à plus de 6 heures radio, lumière pour communiquer avec la Terre. Bon, tout s'est bien passé. Alors avant le survol, on s'est posé la question de savoir à quoi allait ressembler cet objet. Est-ce que ça aurait été une patate comme ça? Alors on a essayé de faire des études, grâce, pour ceux qui aiment les détails, au satellite Gaia, qui cartographie les étoiles. On a pu savoir exactement où sont les étoiles, figurez-vous, et c'est ça qui permet de pouvoir prévoir avec grande précision où passera l'ombre de cet objet. Et on a pu utiliser la même stratégie que pour observer l'atmosphère de Pluton, regarder l'ombre de Ultima Thule quand il passe devant une étoile telle qu'elle est projetée sur la Terre. Comme on sait exactement l'étoile, on sait à peu près Ultima Thule, les collègues de l'équipe ont pu aller en 2017 en Amérique du Sud, en 2018 au Sénégal, et là il était prévu que l'ombre passe. On met une vingtaine de télescopes les uns à côté des autres, peut-être certains déjà vous ont fait ça, et on voit passer l'ombre, on chronomètre, hop, et après on peut reconstituer la forme. Et quand on a fait ça, on a trouvé ça. On a eu l'impression de non pas voir un patatoïde, mais un truc on avait le sentiment de voir 2 lobes, un petit peu comme les satellites que je vous ai présentés tout à l'heure. Conclusion, on s'est dit que ça ressemblait plutôt à ça, et si vous regardez les images d'artistes de propagande qui avaient été faites par la NASA avant le survol, eh ben on a un monde qui ressemble à ça, avec deux patatoïdes collés l'un à l'autre. Et vous allez voir que finalement, ce qu'on a trouvé, ça ressemble énormément à ça. Donc c'était bien vu. Alors, vous voyez, nous voici le 1er janvier 2019. Bon, je dois vous avouer que je n'ai pas été à ce survol. D'abord parce que je j'étais sur une autre mission qui s'appelle InSight sur Mars, et je venais de passer un long moment au JPL, donc en Californie. Là, c'est plutôt près de Washington, hein, c'est à l'APL, Applied Physics Laboratory, dans la banlieue de Washington. Et puis, donc, voilà l'équipe scientifique, et c'est une photo, juste pour vous montrer l'ambiance qu'il y a. Tout le monde est en uniforme pour faire bien, mais c'est tous des hippies, hein, vous inquiétez pas. Et nous, voilà, la sonde est passée, elle a été programmée à l'avance, il s'est pendant 24 heures à peu près silence, donc elle passe quand même à 3500 km. Donc on ne sait pas exactement où est l'Ultima Thule, il faut faire des scans comme ça, en espérant une des images contiendrait la photo. Et puis voilà, quand on peut faire une mosaïque, et voilà au fur et à mesure de l'approche, on a pu comme ça faire découvrir ce monde-là avec ces 2 lobes. Alors c'est un peu fatigant comme ça. La forme était bien prédite exactement par les occultations stellaires sur Terre. Ça, c'est une grande découverte. Ça ouvre le champ à une nouvelle science. Personne n'avait jamais fait l'effort de faire ça avant. Donc maintenant, on se dit qu'on va pouvoir le faire sur d'autres objets et découvrir, faire des statistiques sur les formes des objets transneptuniens qui sont tellement loin qu'on ne peut pas les observer autrement. Un objet comme Ultima Thule ne peut être observé par aucun télescope sur Terre. Seul le Hubble Space Telescope peut le voir.
Alors il y a des télescopes sur Terre qui ont la sensibilité peut-être pour le faire, mais avec l'atmosphère, etc., vu qu'il est dans l'arrière-plan est plein d'étoiles, on n'arrive pas à le voir. Alors, ce petit film vous montre juste que ce mouvement, ce n'est pas le mouvement de la sonde, c'est juste qu'il est en train de tourner sur lui-même. Vous voyez les heures qui passent. Il tourne sur lui-même en quelques heures, bien face au Soleil. Ça, c'était une surprise. Il tourne comme s'il était, j'allais pas dire une rôtissoire, mais un peu. Et puis voilà, donc les premières images qu'on a obtenues, un peu bruitées. On a appelé le gros lobe, qui est plus loin de la sonde que le lobe plus petit, plus proche, Ultima. L'autre s'appelle Thulé. Le tout fait à peu près 30 km de long. Donc vous avez une sphère de 5 km, l'autre de 10 km pour faire simple. On a pu, avec difficulté, rassembler des images couleurs et l'image noir et blanc haute résolution pour faire une espèce d'image couleur. Ça ressemble à ce qui est à droite. À nouveau, c'est marronace. Toujours pour le moment pour les mêmes raisons. Vous avez des molécules organiques qui forment des suies marronaces. Et puis je vous montre ça parce que vous voyez que la résolution est quand même pas très séduisante. Par rapport à Pluton, c'est un peu décevant. Il faut bien se rappeler que même si on est passé plus proche de cet objet-là que Pluton, donc Pluton est passé à 12 500 km, là on est passé à 3 500 km, Ultima Thule c'est vraiment petit. Voilà Pluton, je zoome ici au milieu, voilà Ultima Thule. Donc vous comprenez qu'on ne voit pas autant de détails. Néanmoins, voici la meilleure image obtenue pour l'instant. On obtient actuellement, on rapatrie des images plus haute résolution, mais celle-là est déjà pas mal. Et donc elle fait l'objet de beaucoup de discussions, parce que c'est intéressant. Vous voyez ces espèces de structures étonnantes en cercle. Il n'y a pas beaucoup de cratères, mais on en voit dans les images rasantes. Certains se demandent si c'est des cratères d'impact, comme d'habitude. Et puis vous avez à la jonction des deux lobes, ce petit anneau tout blanc, très clair, avec un haut albédo. Bon, l'objet lui-même est très sombre, hein. Pour ceux qui connaissent, il réfléchit à peu près 8% de la lumière qu'il reçoit. Il est assez sombre, marronasse, sombre, mais vous avez ce col qui est très clair. Donc il y a plein de spéculations pour savoir pourquoi il y a ce col blanc. Alors il y a plein d'idées, on fait des calculs, est-ce que les poussières s'accumulent là, est-ce que c'est le chauffage? C'est assez étonnant. Par ailleurs, l'équipe s'est dit, bon, alors pourquoi est-ce qu'on a ces deux... On voit bien là pour le coup que ces deux lobes, ces deux objets en forme de patate qui sont collés, ce sont vraiment deux objets différents qui sont collés. Dans le cas de Churyumov-Gerasimenko, donc la comète de Rosetta, vous vous souvenez, il y avait un débat. On se demandait si c'était une patate qui s'était déformée à force de sublimation et de vaporisation en prenant cette forme-là. Là, on voit bien que ce sont deux trucs qui se sont collés. Après, ça excite beaucoup. Il y a eu des calculs qui avaient déjà été faits, mais là, les gens essaient de comprendre comment c'est possible. Il faut imaginer au départ plein de patates qui se mettent à tourner les uns autour de l'autre, les autres, puis il y a des effets gravitationnels. On éjecte certains petits morceaux, puis finalement, deux se mettent à se coller, puis ils restent comme ça. Ils sont juste collés, enfin, par les forces de gravité qui sont quand même très faibles. Alors, on a pensé avoir compris les choses et on imaginait que ça avait une forme de bonhomme de neige, en gros, avec la tête et puis un corps, le tout à peu près sphérique, patatoïde. Et puis tout récemment, on a eu une surprise, si vous suivez l'actualité, qui n'est pas encore évidente. Donc, au moment où la sonde, vous voyez, s'est éloignée de Ultima Thule, elle a pu regarder la sonde à contre-jour, et là, les images sont assez étonnantes. On vient juste de les recevoir il y a quelques jours. Donc déjà, ça ne sont pas faciles parce qu'on est loin, donc on fait des scans, donc c'est une image scannée comme ça, et ça ressemble à ça. Et quand on fait le calcul, quand on regarde aussi la forme qu'elle a en regardant quelles sont les étoiles qui sont éteintes par sa présence, parce que c'est un peu noir sur noir, mais on arrive quand même à deviner la forme, eh bien, il y a le sentiment que, en fait, ça n'a pas du tout une forme de deux patates collées l'une à l'autre, c'est une espèce de crêpe, et ça ressemblerait à ça. Et si ça c'est vrai, c'est assez étonnant. Alors d'abord, c'est pas confirmé, parce que c'est un peu spéculatif, c'est juste sur la base des images que je vous ai montrées. Mais donc on se retrouve avec l'idée que finalement, c'est pas deux sphères, grosso modo l'une à côté de l'autre, mais deux, alors les Américains disent pancakes évidemment, de crêpes, de je sais pas quoi, qui seraient comme ça, et c'est une surprise, on ne sait pas trop quoi interpréter, je ne vais pas trop spéculer. Voilà, j'ai presque fini. Juste un petit mot pour vous dire quand même que donc, cette mission finalement est la première à vraiment explorer cette troisième zone. Après les planètes terrestres telluriques, les planètes géantes, vous avez cette troisième zone de mondes comme Pluto, comme Ultima Thule, plus petit. Mais finalement, on a découvert plein d'objets qui étaient finalement presque de la taille de Pluton. Par exemple, Eris, qui est ici sur la gauche, c'est un monde qui est plus, on n'est pas sûr qu'il est plus large, plus grand que Pluton, mais en tout cas il est plus massif. Il a un petit satellite qui s'appelle Dysnomia.
On a découvert plein de mondes comme ça, qui sont gros, et vous savez que ça a créé une petite révolution. On a commencé à faire ces découvertes-là dans les années 90, 2000. Et évidemment, ça a amené à dégrader Pluton. Parce que, un peu comme pour les astéroïdes au 19e siècle, on s'est dit, si Pluton est entouré d'autres mondes, combien il y a de planètes? Est-ce qu'il y en a 9 avec Pluton? Ou alors il faut rajouter 10 pour Eris, 11, 12? Bon, on ne pense pas les avoir toutes trouvées, donc peut-être qu'il en faut 100, 500 planètes, on s'y perd. Résultat, il y a eu des discussions dans le cadre de l'Union astronomique internationale, l'ONU des astrophysiciens, des astronomes, et il a été décidé de changer la définition précise d'une planète, en disant que c'est un corps céleste qui est en orbite autour du Soleil, ok, a une masse suffisante pour être sphérique, pour faire simple, et puis enfin C, à nettoyer tout voisinage autour de son orbite. C'est-à-dire qu'il faudrait que Pluton, comme la Terre, soit toute seule dans la zone d'orbite où elle est. Or, ce n'est pas le cas. Pluton, effectivement, est avec d'autres corps. Résultat, ça a dégradé Pluton. Donc là, c'est la photo du vote, très critiquée. Et donc, ça a été dégradé. Alors, Mike Brown, qui est l'un des chercheurs qui a découvert beaucoup de ces objets, comme Eris, etc., a écrit un livre, il est très provocateur. Et sur son identifiant sur Twitter, c'est Pluto Killer. Et il a écrit un livre qui s'appelle How I Kill Pluton. Bref, il est très provocateur. Il énerve tout le monde, et en particulier l'équipe New Horizons et beaucoup d'Américains qui étaient très attachés à Pluton comme une planète. C'était la seule planète découverte par les Américains. Donc, c'est très étonnant. Il y a littéralement des manifestations pour que Pluton se redevienne une planète. Et dans l'équipe New Horizons, à chaque réunion, il y a quelqu'un qui nous présente un clip fait par une classe de 4e qui fait une musique pour dire que Pluton doit redevenir une planète, etc. C'est vraiment un sujet important pour eux. Bon, en réalité, donc là je vous mets juste une image du genre de réunion qu'on a. En réalité, personnellement, je pense que ça n'a pas d'importance. C'est-à-dire pour moi, l'exact analogue, c'est si par exemple autrefois l'Australie avait été un continent et qu'on avait décidé que non, c'est un peu petit, on va dire que c'est juste une île. Et donc ça ne change rien pour la géologie de l'Australie, ça ne change rien pour les kangourous. Et je pense que c'est pareil pour Pluton. Néanmoins, pour mes collègues de l'équipe New Horizons, c'est important, certains vraiment militent pour que Pluton soit une planète. Alors Mike Brown, j'y pense, est aussi l'une des personnes qui a découvert indirectement probablement la présence d'une nouvelle grosse planète, cette fois, bien au-delà de Pluton. Vous savez comment il l'a baptisée? The ninth planet, la 9e planète. Ça, c'est une provocation. J'ai déjà vu dans un colloque, Mike Brown présenter la 9e planète et Alan Stern se lever et dire « C'est une insulte à Clyde Tombaugh, car la 9e planète, c'est Pluton. » Bon, voilà. Bon, voilà, j'ai presque fini. Oui, c'est le même... finalement, on voit que Pluton, c'est un monde actif, complexe, magnifique. Vous avez un système planétaire qui est riche. Pluton et Charon et Ultima Thule, c'est donc une fenêtre vers l'immense population des objets transneptuniens, donc une 3e zone dans le système solaire. À suivre, vous avez bien compris qu'il y a énormément de travaux encore à faire. Donc là, je vous ai mis une photo de l'équipe New Horizons. Il n'y a quasiment que des Américains. J'ai eu la chance d'être un peu en autostop là-dedans. Je n'ai pas un rôle très important. Il y a un autre membre qui est étonnant, qui est devenu très connu, plus connu qu'avant récemment, et qui est assez amusant à fréquenter, c'est Brian May. Qui connaît Brian May? Brian May, donc le guitariste de Queen, la vedette de William Rhapsody. Vous savez peut-être qu'il a commencé comme astrophysicien et il y a quelques années, il avait commencé une thèse sur la lumière zodiacale. Il y a quelques années, il est retourné voir son directeur de thèse qui était encore en activité. Alors, il lui a dit, pourtant il n'est pas jeune, il n'est pas vieux, il n'est pas jeune. Il lui a dit est-ce que je peux reprendre ma thèse? Il lui a dit bah oui, ton sujet est encore à actualité. Donc il a fini sa thèse, donc il est devenu officiellement docteur en astrophysique. Et donc il est un peu impliqué, il s'est pas mal impliqué sur Ultima Thule, ce qui était étonnant parce que c'était en même temps que les Golden Globes, enfin c'était très amusant. Et il faut voir les mails ultra techniques qu'il envoie. Son grande passion, c'est la stéréophotographie et le calcul des reliefs en utilisant les jeux de photos. Et il est assez technique, il est impressionnant. Voilà, donc c'est rigolo. Merci. Voilà, retour momentané sur Terre. Qui ouvre le bal des questions? Claude, où es-tu? tu fais? Voilà,
Merci beaucoup pour la conférence, c'était vraiment passionnant. Je ne suis pas sûr que ce soit important, effectivement, que Pluton soit une 9e planète ou une planète naine, mais ça nous apprend beaucoup de choses sur la psychologie des Américains quand même. Donc ça, c'est intéressant déjà de ce point de vue-là. Il ne faut pas caricaturer ça. Encore une fois, par exemple, Mike Brown est aussi américain et il s'amuse avec ça. Il ne faut pas caricaturer les choses. Il faut dire aussi que l'équipe New Horizons, c'est d'abord Pluton, elle est passée une partie de sa vie, et elle a associé, par exemple, à cette aventure, la fille, d'ailleurs, regardez, je ne sais pas si vous voyez ici, sur le côté à droite de la photo, vous voyez ici, ça, c'est la famille de Clyde Tombaugh. Ça, c'est la fille de Clyde Tombaugh, la petite fille, ça, c'est donc son gendre. Et il est mort il y a quelques années. Bon, bref, il y a quelque chose de... Pour la famille de Clyde Tombaugh, au moins, c'est un peu décevant. Et les Américains, après, il y avait un attachement à Pluto qui a été nommé d'après le chien de Walt Disney. Non, c'est l'inverse. C'est le chien de Walt Disney qui a été nommé d'après Pluto. Mais bon, voilà, on peut comprendre aussi, même tout le monde est un petit peu un peu comme ça, réactionnaire quand on change les livres. C'était une belle histoire d'avoir Pluton comme planète. Juste une petite question sur la forme de Ultima Thule. J'ai vu ce matin effectivement qu'on prédisait plutôt 2 crêpes plutôt que 2 sphères. Mais en quoi est-ce vraiment étonnant? Parce que ces corps sont trop petits pour avoir une forme obligatoirement sphérique. Oui, mais il faut qu'ils se forment quand même. Et quand ils se forment, c'est par quand même une accrétion gravitationnelle, il y a peut-être des forces autres. Et pour qu'ils forment une crêpe, bon, oui, on va vite imaginer qu'ils étaient en rotation rapide, etc. Mais peut-être pour avoir une forme de crêpe pareille, je pense que c'est une vitesse de rotation qui sera trop rapide pour que les forces de gravité qui sont faibles tiennent le coup. Donc, honnêtement, c'est tellement nouveau, tellement étonnant que la réponse n'est pas évidente. Hein. On a des exemples de crêpes dans le système solaire. Ça existe, mais pour des raisons très particulières. Par exemple, les satellites autour des anneaux de Saturne sont en forme de crêpe, mais alors vraiment, il faut qu'il y ait des mécanismes très particuliers. Non, c'est pas évident de comprendre comment on forme un objet en partant de poussière ou dans un disque de poussière pré-planétésimale pour les spécialistes. Pour faire ça, je ne sais pas si c'est évident. C'est pas ma spécialité, donc peut-être que si cela est confirmé, je pense que dans les semaines à venir ou les mois à venir, il y aura des articles pour expliquer l'origine de la forme crêpe de ces objets-là, comme toujours. Mais c'est une surprise quand même. Une autre question? Oui. Bonsoir. Merci donc pour cette conférence. Je me demandais, en fait, New Horizon, après, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que la sonde va encore faire des observations ou alors est-ce qu'elle va partir et se perdre dans le fin fond de l'espace? C'est pour savoir s'il va y avoir encore une suite, si on va avoir d'autres observations. Alors au final, bien sûr, elle va se perdre au fin fond de l'espace au sens où elle va sortir du système solaire. Elle a une vitesse, bien sûr, elle va bien plus vite que la vitesse d'échappement du Soleil, comme ce sera la 5e sonde, après les 2 Pioneer et les 2 Voyager à sortir du système solaire. En attendant, elle a déjà tout un programme parce qu'elle observe avec son gros télescope, elle fait des observations sur le côté, donc avec un éclairage particulier, certains objets qu'on en connaît depuis la Terre. Et évidemment, le rêve ultime, ce serait de pouvoir refaire un survol d'un nouvel objet, qui serait encore plus lointain qu'Ultima Thule. Et ça, c'est le rêve de Alan Stern, par exemple, mais c'est pas facile à faire. Il reste quand même, Ultima Thule a consommé, disons que la moitié à peu près du carburant qui restait après Pluton. Donc on aurait le moyen de faire une belle manœuvre de modification de trajectoire. La grande difficulté, c'est que les objets là dont on peut parler sont tellement loin que même avec Hubble, on ne pourra pas les trouver. Donc la seule méthode possible, c'est que ce soit New Horizons lui-même qui fasse un scan de ce qu'il peut trouver devant lui pour essayer d'imager un objet qu'il pourrait atteindre. Donc c'est assez extraordinaire, c'est sans précédent dans l'histoire, c'est-à-dire que ce serait une sonde qui elle-même chercherait sa future cible. Donc ce serait une belle histoire. Je ne sais pas si ce sera possible, mais bien sûr l'équipe en rêve. Et bon, pour l'instant, on continue à télécharger, downloader les données de Ultima Thule, mais après, je pense qu'on passera dans un mode pour rechercher si dans le cône atteignable, il y a un objet de quelques dizaines de kilomètres ou quelques kilomètres qu'on puisse survoler à nouveau. À suivre. Merci. Bonsoir, j'intercepte le micro du coup. J'ai une question dans la mesure où on parle beaucoup effectivement de Pluton, planète, pas planète, mais dans la mesure où le centre de gravité Pluton-Charon est extérieur à Pluton, pourquoi est-ce qu'on ne parle pas de planète double? Ah, juste pour le cas de Pluton?
Si, on parle de planète double, au sens un peu comme la Terre, c'est un système double. On n'est pas aux gravités près, quand même la Terre. La Lune fait un quart à peu près du diamètre de la Terre. On parle aussi de planète double, mais c'est pas. Pour l'instant, on parle de planète naine. C'est le côté naine qui est vexant, en fait. Il aurait fallu l'appeler autrement. Voilà, j'ai pas plus de réponses que ça. Qui désire poser une autre question? Oui, Nicolas. Bonsoir et merci. Par rapport à Charon, je présume que, vous l'avez évoqué tout à l'heure, tout le monde suppose que Charon a été formé un peu comme par rapport à la Lune pour la Terre suite à une collision. Mais est-ce qu'il y a quand même des mesures qui ont confirmé que la composition chimique de Charon et de Pluton était identique ou pas? Non, c'est de la glace d'eau. Le manteau, dans les deux cas, c'est de la glace d'eau. On voit beaucoup de glace d'eau, encore mieux sur Charon. Non, on peut pas prouver l'origine commune en faisant une analyse. Le degré de précision, ça n'a rien à voir avec ce qu'on peut faire quand on ramène des échantillons lunaires en regardant les isotopes finement, etc. Donc non, ça, c'est pas la manière dont on fait la preuve. On n'est pas certain que les deux sont issus d'une collision. Mais on n'a pas trop d'autres modèles pour expliquer comment deux objets comme ça peuvent finir à se tourner l'un autour de l'autre. Il faut quand même qu'ils freinent s'ils viennent d'ailleurs. Donc le plus simple, c'est quand même un impact, et ensuite vous avez un fragment central, et puis le disque qui s'accrète pour former Charon, pour faire simple, comme sur Terre. C'est des modélisations qui ont été faites beaucoup sur Terre pour la Lune, et bien sûr pas mal sur Pluton pour faire Charon. Ça s'explique bien comme ça. Et toutes les autres hypothèses possibles, par exemple deux corps formés séparément qui se seraient mis à tourner l'un autour de l'autre, c'est assez dur à faire quand même. Il faut perdre de l'énergie. Alors, c'est faisable en éjectant un troisième corps. Il existe des scénarios comme ça, mais statistiquement, c'est tellement peu probable qu'on s'attend plus à une histoire de collision. Voilà. Une autre question, si vous voulez bien. C'est plus sur le côté humain. Là, on est quand même sur des missions où, entre le départ de la sonde et les premières mesures, on est en dizaines d'années. Est-ce que toute l'équipe a été la même du début à la fin? Enfin, comment est-ce que ça se gère en fait sur le plan de la recherche, le fait qu'il y ait autant de temps entre le début de l'expérience et les résultats de mesure? Alors, c'est une bonne question. Il faut savoir que la durée du vol a été longue, effectivement, une dizaine d'années, mais la NASA a fait quelque chose d'assez extraordinaire, plus exactement le Applied Physics Laboratory qui a construit la sonde. Elle a été construite rapidement, c'est-à-dire que la mission a été confirmée en 2001, et en quelques années, en 4-5 ans, ils ont fait la sonde et l'ont lancée. Donc finalement, l'équipe scientifique elle-même, ça faisait longtemps qu'elle poussait pour qu'il y ait une mission, donc ils ne sont pas tout jeunes, hein. Je ne sais pas si j'ai mis une... non, c'était après. Les grands... Voilà, c'est là. Les grands meneurs de cette équipe ne sont pas tout jeunes, mais si vous voulez, ce n'est pas un temps extraordinaire. Grâce au fait que la mission a été réalisée très rapidement, ce n'est pas un temps extraordinairement long au total. Par ailleurs, nous, pour les planètes, une durée de vie de 20 ans, une durée de 20 ans pour faire une mission, c'est absolument classique. La solution pour ça, c'est que soit vous êtes ingénieur à plein temps dessus, et donc vous faites ça une fraction de votre carrière, parfois toute votre carrière, mais beaucoup de ces chercheurs de l'équipe elle-même, ils font d'autres choses en attendant. La sonde a dormi 8 ans, ils faisaient Mars, ils faisaient d'autres sciences. Ce n'est pas leur seul projet d'activité. Donc voilà. Alors, je ne sais pas comment bien répondre à ça. Ce que je sais, c'est qu'ils sont tous assez âgés, le cœur de l'équipe, et ce qui est marrant, c'est qu'ils sont âgés et tous très forts. C'est-à-dire que ils ont tous 60, 65 ans, ils ont tous gardé des compétences techniques, ce qui fait que ce ne sont pas du tout des chercheurs qui ont une armée de post-doc ou de doctorants qui travaillent pour eux, pas du tout. La plupart, ils sont tout seuls et ils sont super forts en Fortran et ils font tous leurs calculs très très bien tout seuls. C'est vraiment impressionnant. Le dernier point que je veux dire, c'est que là, la mission était longue elle-même, elle a été développée rapidement. En Europe, on a tendance à faire des missions qu'on développe sur vraiment des durées gigantesques. On a lancé récemment la mission Bepi-Colombo, qui est une mission spatiale vers Mercure, et elle arrivera que dans quelques années vers Mercure, et on a mis 15 ans, 20 ans à la développer. C'est les mêmes équipes qu'il y a 20 ans. Donc les équipes de la mission Bepi-Colombo vont attendre au final beaucoup plus longtemps pour avoir leurs données que l'équipe New Horizons vers Pluton. Oui, Jean-Claude. Bonsoir. Au même titre que d'autres sondes qui ont quitté le système solaire, je pense,
Est-ce que celle-ci est aussi porteuse d'un message ou de données propres à l'humanité, des fois, sait-on jamais qu'elle serait découverte par d'autres? Pas spécialement. Rien d'aussi spectaculaire et aussi médiatique que ce qui avait pu être mis sur les Pioneer et les Voyager. Vous vous souvenez, c'était Carl Sagan qui s'occupait de ça beaucoup. Non, là, il y a une espèce de plaque avec plein de noms. Tous les gens qui voulaient monter à bord, le nom est gravé de 1 million de personnes, écrit à une échelle du micromètre. Mais à part ça, il n'y a rien de spécial par rapport à ce qui avait été fait pour Voyager et Pioneer. D'accord, merci. Il y a des cendres de Clyde Tombaugh qui sont à bord. Juste un petit commentaire, une question. Il y a aussi des expériences de physique des particules qui sont très longues, qui s'échelonnent sur des années et des années. Mais en général, les équipes sont beaucoup plus grandes, là. Je me disais, la durée de vie de la sonde, elle est liée, je suppose, à la durée de vie de son réacteur nucléaire. Tout à fait. Il est prévu pour fonctionner combien de temps? On pense que le problème du réacteur nucléaire, donc, c'est une décroissance lente avec une demi-vie. Voilà. Et on pense qu'on commencera à avoir des ennuis. Il y a une espèce de seuil. Comme on s'éloigne, c'est pour la communication avec la Terre par rapport à la puissance de l'antenne. Et typiquement, ce qui est évoqué, c'est qu'on commencera à avoir du mal à communiquer à partir de 2030-2035, à cause de la décroissance de l'énergie fournie par le plutonium. Moi, j'avais une question. Tu as montré pas mal d'images. On voit ce dépôt brunâtre au niveau de Caron, au niveau de Ultima Thule. Et tu m'as demandé qu'on te repose la question. Je te repose la question. Ouais. Alors, si je reviens en arrière, est-ce que quelqu'un a trouvé la réponse? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui se porte volontaire pour spéculer sur l'origine de cette calotte? Qui veut essayer? Je passe le micro. Oui, il y a une idée. Bon, c'est pas évident, hein. À moins de l'avoir lu. Bonsoir. Je me demandais s'il y avait une espèce de force de marée comme sur Terre et la Lune, ou qui formerait la calotte polaire, là? Oui, où du coup il y aurait des pertes d'une partie de la gravité, dans le mouvement, comme il y a peu d'atmosphère, de pression et de gravité, vu qu'elle est petite, s'il ne peut pas y avoir une perte de gaz dans la rotation entre les deux. C'est une très bonne idée. En fait, c'est pas lié c'est quand même le début de l'histoire, donc je vais répondre. C'est pas lié aux forces de marée, etc., parce que c'est assez figé, puisque tout est. Il y a plus vraiment. Pour qu'il y ait des marées, il faut quand même quelque chose qui varie, pour qu'il y ait un mouvement, comme sur Terre, l'océan qui monte, qui descend. S'il y avait des océans avec la géométrie Pluton et Charon, plus rien ne bougerait, puisque tout est figé, d'accord? Par contre, ce qui est vrai, c'est qu'il y a du méthane qui s'échappe au sommet de l'atmosphère. Donc vous avez des molécules de méthane qui se promènent dans une vaste zone autour de Pluton. Dans la vaste zone autour de Pluton, il y a Charon. La plupart du temps, Charon est chaude, disons, par rapport à... Et donc le méthane, les molécules de méthane n'ont pas de raison de s'accumuler. Mais il y a une exception, c'est lorsqu'on est le pôle d'hiver sur Charon, donc l'hiver dure... Il y a la nuit polaire qui se crée au niveau des pôles, et là, il n'y a pas d'énergie du tout. La température descend jusqu'à... donc on démarre à 50 Kelvin et on va descendre jusqu'à 20, voire 15 Kelvin. Parce que avec l'énergie thermique, on refroidit doucement, mais on finit par être très froid. Au-delà d'une certaine température, les molécules de méthane qui se promènent, si elles touchent cet endroit-là, c'est tellement froid qu'elles vont rester piégées. Donc il va y avoir une petite couche de givre de méthane qui va se former dans la nuit polaire sur Charon, malgré le fait qu'il n'y ait pas d'atmosphère. C'est possible parce que c'est tellement froid. Et là, il se trouve que même dans la nuit polaire, on reçoit du rayonnement ultraviolet. Pourquoi? Parce qu'une grande partie du rayonnement ultraviolet qui vient du Soleil, c'est le rayonnement Lyman alpha, à 121 nanomètres. Et ce rayonnement-là, ce sont des photons qui ont tendance à rebondir sur le moindre proton, molécule atome hydrogène qui se promène. Donc vous avez un flux de photons ultraviolets qui rebondissent tout le temps. Et donc, quand vous êtes dans la nuit polaire, vous ne recevez rien, sauf des rayonnements de photons Lyman alpha ultraviolets. Et ces photons-là, ils sont capables de casser les molécules de méthane à très basse température qui sont piégées au pôle. Donc, très bien. Vous les cassez, vous faites des petites réactions chimiques très froides, mais très doucement. Et à force, vous arrivez quand même à faire des petits polymères, ces fameuses suies marronaces dont j'ai parlé souvent. Elles se forment là aussi dans la nuit polaire à cause de la photolyse liée au rayonnement Lyman alpha qui est diffusé par l'environnement interplanétaire. Quand vient le printemps, le méthane qui est là, dès qu'il chauffe un peu, pouf, il s'en va.
Par contre, les molécules, et quelques molécules, année après année, qui ont été formées et qui sont des polymères, qui sont plus denses, elles restent là. Et au bout de 4 milliards d'années, vous avez cette petite calotte polaire rouge qui se forme a priori pendant la nuit polaire. Donc, ce que je vous raconte là, c'est ce qui est écrit dans un article de Will Grundy, que je trouve très convaincant. Peut-être qu'il y a d'autres hypothèses. En tout cas, c'est celle auquel je crois le plus. Quelqu'un veut s'y poser une question? Oui, je te repasse. Donc on pourrait imaginer que dans des milliers, des millions, voire des milliards d'années, il y aurait de l'atmosphère sur Charon. Ah non, non, parce que la gravité est trop faible pour que des molécules qui pourraient être gazeuses puissent rester piégées là. Elles s'échappent tout de suite dans l'espace là. Le simple mouvement thermique suffit à ce qu'elles s'en aillent, pour faire simple. Donc non, il ne peut pas y avoir d'atmosphère sur Charon, la gravité est trop faible. Une autre question, oui. Bonsoir. Y aura-t-il une autre mission New Horizons dans le style qui est prévu dans les années qui viennent ou les décennies qui viennent pour aller continuer, poursuivre l'exploration de ce système Pluton-Charon? Alors, il y a des études qui ont été faites et si vous cherchez un peu, vous trouverez une proposition pour faire un orbiteur, un satellite qui se mettrait en orbite autour de Pluton. Alors, il faut être très astucieux. Ça prend du temps pour y aller, il faut beaucoup d'énergie, puis on peut freiner et se mettre en orbite. Donc, vous pouvez taper Pluto orbiteur sur Internet, puis vous verrez ce qu'on appelle un white paper, donc un document qui raconte comment on pourrait faire ça. On est très loin de le faire, je pense, dans les années à venir. Je dirais que dans le genre, ce qu'on risque de faire dans les années à venir, ce sera plutôt des missions vers Uranus et Neptune. Neptune notamment pour mieux comprendre un objet qui ressemble beaucoup à Pluton, qui s'appelle Triton, dont j'ai évoqué tout à l'heure, et donc on pourrait vraiment explorer Triton, qui pour l'instant on a juste vu un passant vite avec Voyager. Donc c'est ce qui se rapprochait le plus, je pense. Et ça, par contre, la mission vers Neptune, elle pourrait arriver elle pourrait être décidée dans les années à venir, et donc arriver dans les 20 ans, vers 2035, 2040, on pourrait étudier Triton. Pluton, je ne sais pas si je serai encore là. On t'invitera avant à revenir. Quelqu'un désire poser dernière question? Ok, moi j'en ai encore une toute dernière. Sans indiscrétion, tu vas bosser sur quoi dans les mois et années qui viennent par rapport à... On a vu que tu travaillais un peu sur ExoMars, tu peux en dire un mot peut-être? Oula, moi je fais beaucoup de choses. Ok, alors sur Pluton, on a quand même encore des choses à faire pour comprendre ces fameuses brumes, les méthanes, tout ça. Bon, je ne vais pas détailler. Et puis effectivement, je travaille beaucoup, j'ai beaucoup d'activités sur les planètes extrasolaires. Donc on a des grands projets avec le James Webb Space Telescope pour observer une gloire belge qui s'appelle TRAPPIST, qui connaît le système de TRAPPIST. Et donc on travaille un peu dessus. Bon, je ne détaille pas plus. Et sinon, bien sûr, l'essentiel de mes travaux, c'est beaucoup sur Mars. Et je travaille beaucoup sur ExoMars, mais la mission qui a déjà été lancée, qui s'appelle ExoMars 2016, le Trace Gas Orbiter, qui porte notamment une suite de spectromètres belges qui s'appelle NOMAD, sur lequel je travaille beaucoup, donc qui étudie l'atmosphère de Mars à plusieurs longueurs d'onde. C'est un projet très intéressant. Et puis, donc ça, c'est le Trace Gas Orbiter de la mission ExoMars 2016. Vous avez effectivement le rover ExoMars 2020. Et actuellement, moi, je travaille beaucoup sur la mission InSight, qui est un atterrisseur qui est posé à la surface, qui a atterri le 26 novembre. Donc c'est pour ça que j'ai dit raconter que j'ai passé du temps au JPL en décembre pour les premières opérations. C'était très amusant. Et donc là, on a plein de données qui arrivent. C'est très, très amusant. Et puis, je travaille aussi sur une mission très peu connue, une mission vers Mars, qui va être lancée en 2020 et qui est commanditée par les Émirats Arabes Unis et qui est assez intéressante. Pour vous donner un exemple, pour des raisons historiques et de promotion de l'éducation des femmes dans ce pays-là, l'équipe scientifique est presque entièrement féminine, y compris le chef de projet, tout ça, c'est des femmes. On ne s'attend pas à ça, mais l'équipe, les ingénieurs et les chercheurs aux Émirats Arabes Unis, ce sont des études qui attirent beaucoup plus les femmes que les hommes, et donc, dans le milieu scientifique, vous avez une très très forte domination des femmes, y compris au poste de management. Wow. Super. Oui. Comment ? Est-ce qu'il y a une date pour le lancement du James Webb Telescope ? Il est repoussé de 2 ans tous les ans. Là, j'ai un doute. Je pense que c'est 2021 maintenant. C'est ça ? J'ai un doute.
Il était passé. C'est soit avril 2020, soit avril 2021. J'ai un doute, j'avoue. J'ai un petit doute. Ouais, je crois que c'est 2021, malheureusement. Il devait être lancé il y a longtemps, hein, mais à chaque fois, et c'est vraiment un objet d'une complexité effarante qui coûte très cher, donc il faut tout vérifier. Et vous savez peut-être la dernière fois qu'ils ont fait des tests en vibration, il y a un boulon qui est tombé, donc ils ont tout recommencé à zéro. Très bien. Mille merci pour cette conférence vraiment fabuleuse. Merci beaucoup.